Bonjour, chers élèves. On continue la deuxième unité concernant l'information génétique et génie génétique. Concernant toujours le premier chapitre, concept de l'information génétique, et on va voir une nouvelle problématique, qui est la problématique numéro 2. La construction d'un organisme débute juste après la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde qui produit une cellule unique appelée zygote ou cellule œuf. Un humain adulte de 75 kg est constitué d'environ 100 000 milliards de cellules équipées du même patrimoine génétique. On se demandera donc quels sont les processus nécessaires pour obtenir autant de cellules à partir d'une seule cellule, mais également quelles sont les étapes préalables permettant de préserver l'intégrité du matériel génétique dans toutes les cellules. Comme problème, on peut se poser comment se fait cette multiplication cellulaire, comment expliquer la constance de l'information génétique, comment se fait la transmission de l'information génétique à l'identique de cellule en cellule. Comme première activité, l'observation de cellules d'oignons permet de découvrir leurs membranes, leur cytoplasme et leur noyau, mais on ne peut rien voir de particulier à l'intérieur du noyau. Afin de découvrir l'intérieur du noyau, nous allons nous intéresser à des cellules en cours de multiplication, comme celle de l'extrémité des racines. Chez les plantes, la croissance des racines est continue, et il est facile d'observer des cellules végétales en division dans des zones particulières ou spécialisées, localisées à l'extrémité des tiges et des racines, appelées méristèmes. Document 1. Voilà ce qu'on appelle un méristème, c'est-à-dire la fin d'une racine, et assure la production de nouvelles cellules. C'est dans ces zones qu'on peut observer des cellules végétales en division. Donc ça, ce sont des cellules en division. Le méristème 1 est la zone responsable de la croissance de la racine. La coiffe est responsable de la protection du méristème et la pénétration dans le sol. Donc voilà, 1, c'est la zone responsable sur le méristème, et la 2, c'est la coiffe. Comme question, en exploitant les documents proposés, première question, comparer l'aspect des noyaux des cellules observées et dégager les caractéristiques de ces cellules concernant l'aspect, les limites du noyau et la position des filaments dans la cellule. Deuxième question, sachant que la cellule de grand volume A, là voilà, A, est dite cellule au repos et en interphase, proposer un ordre chronologique de déroulement de la division cellulaire. Comme toujours, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo, essayez de répondre aux questions tout seul, puis redémarrez là pour comparer vos réponses. Alors, comme réponse, la première question, comparaison. Au fort grossissement, on observe les cellules du méristème qui diffèrent par le volume, c'est-à-dire les cellules A, B, C et D et E ont un grand volume alors que les cellules F ont un petit volume. On a A, B, C, D ont un grand volume, et E bien sûr. Par contre, les F ont un petit volume en comparaison avec les autres cellules. L'aspect du noyau. Remarquez à l'intérieur du noyau de la cellule A. On voit bien sûr un noyau, bien déterminé, bien clair, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre ici, on n'a pas de noyau, ni ici, ni ici. Donc, chez la cellule A, le noyau a une forme ronde et présente une seule masse dense appelée chromatine avec nucléole. La chromatine avec un nucléole. Chez la cellule C, à la place du noyau apparaissent des filaments appelés chromosomes qui se rassemblent au milieu de la cellule, se divisent en deux lots qui se séparent vers les pôles de la cellule D et E. D et E. Remarquez, les deux lots de chromosomes vont se séparer et se migrent vers les deux pôles de la cellule. Ils se condensent au pôle pour la cellule B. Voilà, ils sont plus ou moins condensés. Puis ils reviennent à l'état d'une seule masse dans les deux cellules petites. Voilà, les deux cellules petites, on revient à l'état initial, c'est-à-dire un noyau avec un nucléole, etc. Proposer
un ordre chronologique de déroulement. Alors, si on compare ces différentes photos qu'on a ici, aux étapes qu'on a ici, on peut bien sûr les classer par ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc, on peut dire que la première photo, c'est A, la deuxième, c'est C, la troisième, c'est D, ensuite E, puis B, et enfin F. Voilà. Donc l'ordre chronologique des différentes étapes de cette division cellulaire peut être C, D, E, B et F. Si on n'a pas posé la cellule en A, c'est-à-dire que la cellule en A, elle est au repos et n'est pas en division. Ces étapes-là concernent seulement les étapes de la division. Comme conclusion, la cellule de grand volume avec un noyau contenant de la chromatine est dite cellule au repos ou en interphase. C'est la cellule mère qui va se diviser en deux cellules de petit volume appelées cellules filles, et ce type de division cellulaire est appelé mitose. Problème: comment une cellule peut transmettre l'intégralité de l'information génétique à deux cellules filles à l'identique? Alors, pour répondre à ces questions, on va voir l'activité numéro 2 concernant étude de la division cellulaire chez la cellule végétale. La cellule végétale, on a ici un exemple, donc un schéma simple d'une cellule végétale pour avoir une idée sur la structure du noyau interphasique, c'est-à-dire la cellule mère ou la cellule au repos. On voit bien ici le noyau avec une membrane nucléaire. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle la chromatine et là, bien sûr, ce qu'on appelle le nucléole. Cellule végétale, elle est entourée par une membrane squelettique. Alors, pour observer et déterminer les étapes de la mitose chez une cellule végétale, on vous propose de voir cette vidéo. Donc, on a ici un noyau avec la chromatine. Remarquez, la chromatine va se condenser pour donner ce qu'on appelle des fibres ou des filaments ou des chromosomes. Ces derniers vont se placer au milieu de la cellule pour former ce qu'on appelle la plaque équatoriale, puis se séparer, c'est-à-dire les chromatides vont se séparer pour donner deux lots de chromosomes ou de chromatides pour donner de nouveaux noyaux, apparition d'une séparation entre les deux noyaux pour donner deux cellules filles. Alors, lors de la croissance, les cellules du méristème de la racine d'une plante subissent des divisions pour se multiplier. Pour mieux comprendre comment se déroule cette division, on exploite les documents suivants. On a ici des observations microscopiques et schématisation et des questions. Bien sûr, on va voir chaque étape séparément et on vous demande de chaque fois d'arrêter la vidéo et d'essayer de répondre pour comparer votre réponse avec les données de cette vidéo. Donc, comme première photo, on a A. Donc, A, c'est la cellule mère dans le cytoplasme, un noyau, la chromatine et le nucléole ou plus. On vous demande de décrire l'aspect du noyau de la cellule de la figure 1A, c'est-à-dire celle-ci. Donc, la cellule A est donc en interphase. C'est la phase entre deux mitoses très longues, des heures ou des années pour des cellules, caractérisées par la présence d'un noyau de forme globulaire, délimité par une membrane nucléaire et contient un réseau de substances denses appelées chromatines, en violet, sous forme de filaments fins et entremêlés dans le nucléoplasme, et contient un nucléole en vert ou plus. Les chromosomes ne sont ni individualisés ni visibles au microscope photonique, c'est-à-dire microscopique optique, car la chromatine est dispersée dans le
noyau. Pour les 4 photos qu'on va voir après, ça représente bien sûr la division cellulaire. Et on vous demande de décrire l'aspect du noyau des cellules B, C, D et E et déterminer les caractéristiques de chaque phase et réaliser un schéma simple d'une cellule à 4 chromosomes à chacune des phases. Donc vous allez prendre une cellule avec 4 chromosomes et vous allez bien sûr dessiner ou schématiser chaque étape par un schéma très simple. On commence par B. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans B? La chromatine qui était dans le noyau va se condenser pour se transformer en des fibres qu'on a appelées chromosomes, alors que la membrane nucléaire va disparaître de petit à petit. Donc voilà un schéma simple pour 4 chromosomes, 1, 2, 3, 4. Donc apparition de chromosomes à cette phase qu'on appelle la prophase. C'est la phase la plus longue de la division, 15 à 60 minutes. Les modifications cellulaires sont la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Les débris de l'enveloppe nucléaire ne sont plus visibles au microscope photonique. Apparition du filament épais appelé chromosome. Le début de la prophase est caractérisé par l'individualisation des chromosomes qui par la suite vont s'épaissir et se raccourcir. Chaque chromosome est constitué de 2 chromatides sœurs, soudées par leur centromère. L'apparition entre les 2 pôles de la cellule d'un fuseau de division ou fuseau achromatique ou mitotique constitué de fibres protéiques nécessaires au déplacement des chromosomes est limitée par les calottes polaires. La fin de la prophase est caractérisée par la polymérisation de nombreux microtubules. Ces derniers s'allongent en direction des centromères des chromosomes dont le but est de capturer les chromosomes un par un et les placer à l'équateur du fuseau achromatique. Cette représentation, on peut bien sûr la voir dans la vidéo concernant la cellule animale. Pour la cellule C. Alors la cellule C est caractérisée par le rassemblement des chromosomes au centre de la cellule en formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc voilà un schéma simple. Voilà les fibres du fuseau achromatique et bien sûr les chromosomes sont représentés au centre de la cellule. Cette phase est appelée la métaphase. Phase très courte, ne dure que 5 minutes, caractérisée par la condensation maximale des chromosomes qui deviennent de plus en plus épais et visibles. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides reliés par un centromère. Donc on a des chromatides sœurs. Les chromosomes bichromatidiens, donc un chromosome contenant 2 chromatides, est appelé un chromosome bichromatidien. Se positionne au centre de la cellule dans le plan équatorial au plan métaphasique, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Les chromatides sœurs condensées sont reliées à chacun des pôles de la cellule par leur centromère et vont se placer dans le plan équatorial de la cellule situé à mi-chemin entre les pôles du faisceau. La photo D. Remarquez maintenant, les chromosomes se sont divisés en 2 lots et chaque lot est parti vers un pôle. Cette phase est appelée anaphase. C'est une étape aussi courte, 2 à 3 minutes, et caractérisée par la séparation des chromatides sœurs. Tout à l'heure, chaque chromosome était formé de 2 chromatides. Maintenant, chaque chromosome fils est formé seulement d'un seul chromatide. Donc les 2 chromatides sœurs ont été séparés. Donc la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome par clivage ou cassure du centromère et chaque chromatide devient un chromosome, c'est-à-dire chromosome fils. Cette séparation se produit simultanément dans tout le lot de chromosomes. Chaque chromatide est tiré vers un pôle de la cellule par une fibre du faisceau mitotique. Il y a ainsi migration de 2 lots de même nombre de chromosomes à une chromatide, c'est-à-dire chromosome monochromatidien, vers les pôles cellulaires opposés et on parle de migration ou ascension polaire. Pour la dernière photo, remarquez maintenant le lot de chromosomes s'est condensé pour qu'il y ait apparition ou formation d'un nouveau noyau et apparition d'une séparation entre les 2 lots de noyaux pour former de nouvelles cellules.
Cette phase est appelée la télophase. C'est une phase longue, 30 à 60 minutes comme la prophase presque, caractérisée par les chromosomes séparés arrivent au pôle et se décondensent pour revenir à l'état de chromatine, formation d'une enveloppe nucléaire autour de chaque lot de chromosomes, c'est-à-dire la chromatine, avec réapparition des nucléoles, disparition du fuseau achromatique, subdivision du cytoplasme entre les deux noyaux néoformés, c'est-à-dire nouvellement formés, par construction de nouvelles membranes cytoplasmiques et squelettiques dans la partie moyenne de la cellule mère, ce qu'on appelle cytodiérèse, et obtention de deux cellules filles. Ainsi, chaque cellule fille issue de la mitose hérite du même nombre de chromosomes et des mêmes organites que la cellule initiale, ou cellule mère, donc du même patrimoine génétique. Maintenant, on va voir la division chez la cellule animale. Donc, comme cellule animale, on a ici un exemple. Donc, voilà un schéma simple d'une cellule animale pour avoir une idée sur la structure du noyau interphasique. Remarquez la présence d'un organite présent seulement chez la cellule animale, le centrosome. Voilà ce qu'on appelle le centrosome. Alors, pour mieux observer, déterminer les étapes de la mitose chez une cellule animale, on va voir aussi une vidéo. Donc voilà une cellule, voilà un noyau. Remarquez ce qui se passe à l'intérieur du noyau, donc c'est ça le port de la membrane nucléaire, disparition de la membrane nucléaire, la chromatine va se transformer en chromosome, le nucléole disparaît, les centrosomes vont se diviser pour former ce qu'on va appeler astère. Entre les deux astères, il y a formation de fibres du fuseau achromatique. Et remarquez, les fibres, elles vont chercher les chromosomes, s'y accrocher. Vous voyez, ils vont s'y accrocher pour les mettre à l'équateur pour former ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Après, séparation des deux chromatides de chaque chromosome pour aller vers les pôles, puis disparition des chromosomes pour apparition d'un noyau et formation de nouveaux centrosomes. Les deux cellules, une cellule à deux noyaux va se diviser par étranglement pour donner deux cellules filles. Alors, pour mieux comprendre l'étude de la mitose chez une cellule animale, on a ici le document 1, présente une cellule animale avant la division, alors que le document 2 présente les étapes de la mitose chez une cellule animale. Donc, document 1, le voilà. Le document 2, le voilà. Alors, on vous demande dans les questions, en se basant sur vos connaissances et les données des documents 1 et 2, 1A, déterminer les caractéristiques de la cellule animale en interphase. 1B, mettre les étapes A, B, C et D en ordre chronologique, les nommer et schématiser l'aspect d'une cellule à 4 chromosomes aussi, en déterminant leurs caractéristiques. Et enfin, comparer les étapes de la mitose chez les deux types de cellules animales et végétales et déduire les caractéristiques de la mitose chez la cellule végétale et chez la cellule animale. Donc, comme première question, déterminer les caractéristiques de la cellule animale en interphase. Donc voilà une cellule animale en interphase, on a un noyau, on a la chromatine qui entoure bien sûr ce qu'on appelle le nucléole. Réponse 1A. Caractéristiques de l'interphase chez la cellule animale. Vous remarquez bien qu'il y a présence d'un noyau de structure classique, c'est-à-dire rond, comprenant, bien délimité par une membrane nucléaire, et un amas de filaments relativement homogènes sous forme de chromatine dans le nucléoplasme, et présence d'un nucléole. Présence d'un organite près du noyau appelé centrosome, composé de deux centrioles perpendiculaires, qui se dédoublent à la fin de l'interphase.
Donc on va avoir ici ce qu'on appelle le centrosome qui est dédoublé à la fin de l'interphase et début de la prophase. Maintenant on va voir la réponse 1B. Mettre les étapes A, B, C et D en ordre chronologique. Donc si on voit ces 4 photos, on constate que la première, ce sera celle-ci. On va la mettre à sa place. C'est bien sûr la prophase. Puis celle-ci, c'est la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc voilà la succession, enfin l'ordre chronologique de ces photos. Les nommés, on les a nommés. Schématiser l'aspect d'une cellule à 4 chromosomes et on détermine leurs caractéristiques. Alors pour la prophase, voilà un schéma simple concernant cette cellule en prophase. Donc la prophase, en plus de la disparition de la chromatine et apparition des chromosomes, il y a disparition des nucléoles et de la membrane nucléaire. Le centrosome donne 2 astères qui migrent vers les pôles de la cellule et entre les deux s'installe un fuseau ou un réseau de fibres polaires de nature protéique formant ce qu'on appelle le fuseau achromatique. Donc voilà le début de formation d'un fuseau achromatique. Pour la deuxième phase, c'est la métaphase. Donc voilà la métaphase, voilà les chromosomes assemblés au niveau de la plaque équatoriale et les astères au pôle pour former entre eux ce qu'on appelle le fuseau achromatique. La métaphase, les chromosomes bichromatidiens sont très condensés et bien visibles. Les chromosomes reliés aux fibres du fuseau achromatique par leur centromère se rassemblent à l'équateur du fuseau formant la plaque équatoriale. Pour l'anaphase. Donc l'anaphase, le centromère de chaque chromosome se fissure, il y a un clivage, séparation ou division, les deux chromatides indépendantes l'une de l'autre deviennent chromosomes fils, c'est-à-dire monochromatidiens, et chacun migre vers l'un des pôles de la cellule, on parle d'ascension polaire. Ainsi se forment dans les pôles de la cellule deux lots de même nombre de chromosomes monochromatidiens. Et enfin, la télophase. Remarquez la reconstitution de nouveaux noyaux et un étranglement pour séparer la cellule mère en 2 cellules filles. Pendant cette étape, les chromosomes reviennent à l'état de chromatine et réapparition des nucléoles et réorganisation de l'enveloppe nucléaire, donc formation de 2 noyaux. Subdivision du cytoplasme entre eux par un étranglement équatorial de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi se forment 2 cellules filles avec même nombre de chromosomes que la cellule mère, mais de petite taille. Comme conclusion, chez la cellule animale, la mitose se produit en 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase et télophase, précédée par l'interphase. Et la cellule mère se divise en 2 cellules filles identiques et semblables à la cellule mère. Donc, au cours de la mitose, l'information génétique est répartie équitablement entre les 2 cellules filles et il y a transfert de ce matériel génétique grâce aux chromosomes. Suite à notre problème. En se basant sur nos connaissances ou vos connaissances et les données des documents, comparer les étapes de la mitose, les 2 types de cellules et déduire les caractéristiques de la mitose chez la cellule animale et chez la cellule végétale. Donc on a ici le cas de la cellule végétale et là le cas de la cellule animale. On voit bien qu'il y a 4 étapes, mais les étapes diffèrent au niveau de la télophase. Là, il y a séparation du centre vers l'extérieur. Là, il y a séparation de l'extérieur vers l'intérieur. Et aussi, le cas du fibre, c'est-à-dire les fuseaux achromatiques. Pour la cellule animale, l'origine du fuseau achromatique, et ce sont les astères. Alors que la cellule végétale, elle n'a pas d'astères, c'est-à-dire elle n'a pas de centrosome. Les étapes de la mitose sont identiques et communes à toutes les cellules eucaryotes végétales ou animales, à part 2 différences dues à la structure de la cellule et qui résident dans l'origine des fibres du fuseau de division et dans la division du cytoplasme en télophase. Pour l'origine des fibres du fuseau de division, la cellule animale possède un centrosome, organite absent dans la cellule ou chez la cellule végétale, qui au cours de la prophase, le centrosome se multiplie en 2 et chaque
qu'un acquiert des microtubules qui se transforment en astères. Les deux astères s'éloignent et les fibres polaires du fuseau achromatique s'installent entre les deux astères chez la cellule végétale. Le fuseau achromatique se constitue à partir des microtubules existants dans le cytoplasme de la cellule, en plus de la condensation du cytoplasme aux deux pôles de la cellule pour former ce qu'on appelle les calottes polaires. Pour la division du cytoplasme de la cellule mère à la fin de la télophase, c'est-à-dire la cytodiérèse, chez la cellule végétale, la division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi pectocellulosique, c'est-à-dire formation d'une nouvelle membrane squelettique, ce qu'on appelle fragmoplaste, à l'équateur de la cellule dû au rassemblement des vésicules golgiennes riches en pectine et cellulose, car on sait que la membrane squelettique est appelée pectocellulosique, c'est-à-dire elle est riche en pectine et en cellulose. Cela se construit du centre aux extrémités de la cellule. Par contre, chez la cellule animale, la cytodiérèse se fait par un étranglement équatorial de la membrane cytoplasmique de l'extérieur vers le centre. Les côtés de la membrane se rapprochent et fusionnent pour donner deux cellules filles indépendantes de petite taille. Suite toujours à l'activité numéro 3. La vie des cellules se déroule de manière cyclique et au cours de leur vie, appelée cycle cellulaire, les cellules grandissent puis se divisent en deux cellules filles identiques à leur cellule mère lors de la mitose. Voilà le cas d'une cellule animale. Vous voyez, un schéma, et là, ce sont des photos. Réalisez un schéma simple de cycle en indiquant, cycle cellulaire bien sûr, en indiquant les différentes étapes étudiées. Donc la cellule passe par deux stades de vie principaux de l'information génétique, va avoir deux formes différentes. Lors de la première phase, qu'on appelle la phase de vie normale ou interphase, l'information génétique est sous forme de structures plus ou moins denses, de filaments diffus qui est la chromatine contenue dans le noyau. Lors de la division cellulaire ou la mitose, le noyau disparaît et la chromatine se transforme en chromosome. Donc au cours de sa vie, une cellule grandit puis se divise pour donner deux cellules filles qui lui sont identiques. On désigne sous le terme de cycle cellulaire les différentes étapes par lesquelles passe une cellule vivante entre les deux divisions successives. Un cycle cellulaire comporte donc deux étapes qui sont l'interphase et la mitose. Donc cycle cellulaire, interphase et mitose. Donc l'interphase et bien sûr la mitose. Et on sait que l'interphase dure bien sûr beaucoup plus longtemps que la mitose. Une remarque. Chaque cellule est généralement programmée pour effectuer un nombre maximal de divisions. Lorsque ce nombre est atteint, la cellule échappe au cycle cellulaire classique et entre dans une phase qui aboutira à son autodestruction. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, au suicide cellulaire. La durée du cycle cellulaire varie selon le type de cellule. Conclusion. Pour les êtres eucaryotes, le transfert de l'information génétique d'une cellule mère animale ou végétale aux cellules filles est réalisé par les chromosomes au cours de la mitose, qui permet en 4 étapes, qui sont bien sûr la prophase, métaphase, anaphase et télophase, qui permet en 4 étapes une répartition égale des chromosomes entre les cellules filles, qui auront la même quantité chromosomique, donc les mêmes caractères et seront identiques. Donc une cellule mère à 4 chromosomes donne par mitose 2 cellules filles à 4 chromosomes. La mitose permet donc la multiplication de la cellule en conservant l'information génétique, par conservation du nombre constant des chromosomes d'une génération à l'autre, et assure le transfert de l'information génétique d'une cellule mère aux cellules filles. Les chromosomes peuvent être considérés comme des valises à l'information génétique. Ils permettent de transporter cette information génétique de la cellule mère aux deux cellules filles. Comme remarque, l'importance de la mitose chez les êtres vivants eucaryotes, elle permet le remplacement des cellules mortes ou vieilles, assure la réparation des cellules, permet la croissance chez un organisme jeune. La mitose est donc un phénomène qui assure la survie de l'individu. Certaines cellules sont incapables de se diviser. C'est le cas des cellules nerveuses ou neurones
dont le nombre est établi dès la naissance et toute perte d'une neurone est irremplaçable et donc dangereuse. Les hématies n'ont pas de noyau et ne peuvent donc pas se diviser. Après leur mort ou leur diminution à la suite des hémorragies, elles sont remplacées par les cellules de la moelle osseuse appelées érythroblastes. Érythroblastes, ce sont les cellules mères des érythrocytes. Érythrocytes sont les globules rouges. Les cellules musculaires ont plusieurs noyaux et ne peuvent pas se diviser. Il existe des cellules qui ont un pouvoir de division élevé. Il s'agit des cellules méristématiques des plantes, des cellules embryonnaires, des cellules osseuses des animaux. Quatrième activité, on va voir l'importance des chromosomes dans la diversité des espèces. Tout être vivant, animal ou végétal, possède une information génétique dont le support est les chromosomes. Et pourtant, ils sont différents, c'est-à-dire les êtres vivants. Pour comprendre ce dilemme, on exploite les documents suivants. Vous voyez, ici, on a différents êtres vivants, totalement différents, et pourtant chacun d'eux est formé ou contient des chromosomes. Alors, comme document 1, il représente le nombre de chromosomes chez des espèces différentes. On a ici l'espèce et on a ici le nombre de chromosomes. Le maïs, 20 chromosomes, bien sûr. Blé dur, 28. Blé tendre, 42. Les drosophiles, 8. Lombric, 36. Ça, on a des végétaux et là, on a des animaux. Alors, remarquez le nombre de chromosomes. Il n'est pas identique. Il varie. D'accord? Il varie d'un être vivant à un autre. Donc, comme question, en exploitant les données du tableau document 1, expliquez la différence des caractères entre espèces différentes. Donc, d'après le tableau, on constate que le nombre de chromosomes varie d'une espèce à l'autre. Il est constant chez les individus de la même espèce, et on peut dire que la différence des caractères entre espèces différentes réside dans la différence du nombre de chromosomes. On constate aussi que chez certaines espèces, le nombre de chromosomes est pair. Chaque chromosome est formé de 2 exemplaires. Ils sont nommés espèces diploïdes. On écrit leur formule chromosomique ainsi: l'homme 2N égale à 46, la tomate 2N égale à 24, la vache 2N est égale à 60, l'ail 2N est égal à 16. Alors que d'autres espèces ont un nombre de chromosomes impair. Chaque chromosome est présenté par un seul exemplaire. On les nomme espèces haploïdes, tels les êtres microscopiques, les champignons, les algues. Ainsi, les bactéries, leur formule chromosomique s'écrit ainsi: bactérie N, un chromosome est égal à 1, Neurospora N est égal à 7. À partir du document numéro 2. Alors, document numéro 2. Étude des karyotypes. À un certain moment de la vie de la cellule, le noyau présente des structures filamenteuses qu'on appelle chromosomes et qui ne sont visibles distinctement que lors de la division cellulaire. Pour étudier des chromosomes, on utilise une substance, la colchicine, qui bloque la division cellulaire en métaphase, ce qui permet de photographier ces chromosomes. On obtient alors ce qu'on appelle une garniture chromosomique. Ça, une garniture chromosomique. Ce document est confus, car les chromosomes sont photographiés tels quels, dans la position qu'ils ont pris lors de la réalisation microscopique. Pour le rendre plus intelligible, les chercheurs ont pris le parti de classer ces chromosomes par ordre de taille selon leur longueur et la position de leur centromère et par paire. On obtient ainsi ce qu'on appelle un karyotype ordonné, plus simple à comprendre et à analyser. Le karyotype figure C de la femme à gauche et figure D de l'homme à droite. En exploitant, c'est-à-dire se donner la figure, le document numéro 2, donner une définition pour le mot karyotype. Donc, le karyotype est une représentation photographique ou dessinée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule d'un individu. L'ensemble des chromosomes est ordonné, classé en fonction de leur taille et de leur position du centromère, rangé par paire de chromosomes morphologiquement identiques et numérotés. Voilà donc, ce sont des paires de chromosomes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Décrire le karyotype de la femme. Alors, si on voit le karyotype de la femme, on voit que chaque chromosome est formé de 2 exemplaires.
qu'on appelle les chromosomes homologues. Donc le karyotype de la femme présente 46 chromosomes, rangés par paire, 23 paires, morphologiquement identiques. Les chromosomes de chaque paire ont la même taille, la même forme, on les appelle chromosomes homologues. Puisque chaque chromosome est représenté par 2 exemplaires par paire, on parle d'espèce diploïde. Donc l'être humain est une espèce diploïde. Comparer le karyotype de l'homme au karyotype de la femelle. Donc si on compare, on voit bien qu'ils sont identiques pour tous les chromosomes, sauf pour le chromosome numéro 23. Pour la femme, il y a 2 chromosomes qui sont identiques, qui sont comparables. Par contre, chez les hommes, il y a un chromosome qui est grand et un chromosome qui est petit. Les 2 chromosomes grands, on les appelle X, alors que le petit, on l'appelle Y. Et cette paire de chromosomes concerne les chromosomes sexuels. Donc la comparaison entre karyotype mâle et femelle montre qu'ils possèdent les mêmes 22 paires de chromosomes homologues qu'on appelle maintenant autosomes et que la seule différence est au niveau de la 23e paire de chromosomes qui sont identiques chez la femme notée XX et différents chez l'homme notée XY. Cette paire de chromosomes, 23e paire, diffère entre les sexes et permet de distinguer le mâle de la femelle. On les appelle les chromosomes sexuels ou gonosomes. La formule chromosomique qui peut être écrite selon le sexe, l'homme, bien sûr, 2n est égal à 46. Alors l'homme, le mâle, 2n est égal à 46 est égal à 22 AA, c'est-à-dire 22 paires d'autosomes, 22 paires d'autosomes, plus XY. Alors que chez la femme, 22 paires d'autosomes plus XX. Conclusion. Le transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre se réalise au cours de la division cellulaire, au cours de la mitose bien sûr, d'une cellule mère en 2 cellules filles identiques. Chaque cellule fille reçoit une copie complète de l'information génétique tout en conservant le même nombre de chromosomes de la cellule mère. Nombre caractéristique est constant chez les individus normaux d'une espèce. Donc les chromosomes présents dans le noyau sous forme de chromatine sont le support de l'information génétique et responsable de son transfert aux cellules filles. Et la différence entre les êtres vivants réside dans leur karyotype. Le karyotype est caractéristique de l'espèce, c'est-à-dire le nombre de chromosomes, qui différencie les êtres vivants entre eux, et n'importe quelle anomalie au niveau du karyotype entraîne des caractères différents chez l'individu concerné. Exemple, la trisomie 21. On a ici une fille atteinte de la trisomie 21. Remarquez le chromosome numéro 23. Le voilà. On a 3 exemplaires au lieu de 2 exemplaires. Cela, bien sûr, donne une maladie qu'on appelle la trisomie ou le syndrome de Down. La remarquez, c'est la banane. La banane naturelle, elle est diploïde. Elle a, bien sûr, des graines. Par contre, la banane qu'on mange, elle est triploïde. Vous voyez, donc on a changé son karyotype pour la rendre plus ou moins comestible. Comme exercice. Donc bien sûr, essayez d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions. Vous avez ici des propositions avec des items avec des propositions. Vous choisissez la réponse juste. Là, vous avez un autre exercice concernant vrai ou faux. Alors, essayez de répondre avant de voir le résultat. Comme deuxième exercice, la figure suivante présente le karyotype de certains animaux, la grenouille, la drosophile et le chien. Représenté dans le tableau suivant, le nombre chromosomique, le nombre d'autosomes, nombre de chromosomes sexuels et la formule chromosomique des espèces étudiées. Et que peut-on déduire? Donc prenez le temps pour remplir votre tableau et suivre la réponse après. Donc, on compare les karyotypes, on remarque que chaque espèce est caractérisée par un nombre précis de chromosomes, 12 paires chez la grenouille. Les chromosomes sont regroupés par paires numérotées chez les diploïdes. La dernière paire permet de distinguer le sexe de l'individu et appelée paire de chromosomes sexuels, XX chez la femelle et XY chez
mâle. Vous voyez ici, pour la grenouille, on a ici X, donc c'est une femelle. Là, chez la drosophile, on a ici X, Y, donc c'est un mâle. Chez le chien, on a ici encore X, Y, donc c'est un chien mâle. Si un seul chromosome diffère, on entraîne des caractères sexuels différents. Donc, les chromosomes portent les informations héréditaires, sont donc le support de l'information génétique qui permettent l'apparition des caractères spécifiques de l'individu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. À la prochaine, concernant la nature de l'information génétique.